Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Tito Mboweni, nouveau Premier ministre des Finances en Afrique du Sud. Il succède à Nala Nene qui, sous le coup d'une enquête pour des faits de corruption, a dû démissionner. En toile de fond de son départ, la sulfureuse famille Gupta. Cette démission du ministre des Finances, un revers politique pour le président Jacob Zuma qui s'est fait fort depuis son arrivée au pouvoir d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie. Je poserai la question à mes invités. La libre circulation au sein des pays de l'Union africaine, les pratiques actuelles à l'origine des retards, les populations et les opérateurs économiques toujours dans l'attente de l'effectivité de cette mesure attendue depuis plusieurs années et dont le protocole a été entériné en janvier 2018 à Addis Abeba par les chefs d'État et de gouvernement. Plus question dans 30 minutes sur les difficultés du secteur de l'agriculture. Seuls 5 pays africains respectent aujourd'hui les engagements de Maputo de 2003 de consacrer au moins 10% du budget annuel à l'agriculture. Secteur en attente d'industrialisation, l'agriculture est en crise, manque de volonté politique ou de moyens, on en parlera tout à l'heure. Et pour en parler avec moi ce soir, M. Auguste Mpako Priso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Versailles 50 ans en Yvelines. À mes côtés également, M. Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Place tout de suite à l'actualité politique. Démission donc en Afrique du Sud du ministre des Finances. Nala Nene était mise en cause dans une enquête pour corruption. Le ministre a reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec les frères Gupta, famille sulfureuse de riches hommes d'affaires proches de l'ancien chef de l'État Jacob Zuma, lui-même cité dans plusieurs affaires de corruption. Sharon Kamara. Le gouvernement sud-africain est une fois de plus touché par des accusations de corruption, alors que le président de la République, Cyril Ramaphosa, avait annoncé vouloir lutter contre la corruption au plus haut sommet de l'État. Son ministre des Finances vient de déposer sa démission le 9 octobre 2018 face à la pression politique et publique suite à une affaire de corruption. Après avoir dûment pris en compte les circonstances entourant cette affaire et dans l'intérêt de la bonne gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Nala Nene est accusé d'entretenir des liens avec la sulfureuse famille Gupta, impliquée dans des détournements de marché et de corruption. La famille Gupta est aussi connue pour être proche de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma. Après la démission de M. Nene, j'ai décidé de nommer Tito Mboweni au poste de ministre des Finances avec effet immédiat. Tito Mboweni est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Ce dernier aura le défi de regagner la confiance des Sud-Africains et de relancer l'économie sud-africaine qui est entrée en récession au deuxième trimestre de l'année pour la première fois depuis 2009. Alors, on rappelle quand même que Nala Nene était l'un des membres de la garde rapprochée du président Cyril Ramaphosa. Didier Ouedraogo, est-ce que cette sortie du désormais ancien ministre des Finances constitue un revers politique pour le président Cyril Ramaphosa ou alors une séquence plutôt réussie pour sa présidence ? Moi, je pense qu'il y a deux éléments dans cette séquence que vous dites sur l'Afrique du Sud. La première, en fait, c'est que depuis la mise en place de cette fameuse commission, n'est-ce pas, anticorruption, pour essayer donc d'assainir un peu l'appareil politique sud-africain, il se passe beaucoup de choses. Il se passe essentiellement donc des pointages de personnes, etc. Donc on fait quand même un certain balayage de quelques individus, de quelques têtes, je dirais, importante donc du pouvoir politique, ce qui n'est pas sans convenir, en tout cas à l'attente des populations sud-africaines. Ça, c'est très important. À côté de cela, bien évidemment, et on ne voudrait pas non plus se cacher derrière le petit doigt, parce que Ramaphosa, quand même, il vient aussi de quelque part. Il n'est pas issu, donc voilà, il vient d'un pouvoir qui a déjà quand même fait des preuves et dont d'ailleurs, il a été quand même aussi à côté de Nzuma. Donc tout cela dit que quelque chose reste encore à faire. Donc c'est le deuxième élément de la question, à savoir qu'il faut qu'il continue. Parce que le courage, il est là.
En réalité, s'il n'a pas le courage, c'est le peuple qui va lui donner le courage ou l'imposer à Ramaphosa. Parce que tel que c'est parti, s'il est vérifié que à chaque fois que quelque chose se passe dans l'ombre et que ça sort de sous terre, bon, il va falloir régler ça rapidement. C'est-à-dire que pour son crédit, pour asseoir son pouvoir, il est bien obligé, je pense, aujourd'hui, donc de ne pas trader avec les questions. C'est la preuve d'ailleurs que cela... Quand il remet tout de suite en selle un autre ministre... Oui, bon, il était immédiatement nommé. Voilà, c'est pour montrer qu'en réalité, il ne faut pas laisser les choses choir, parce que plus il laissera du vide, comme ça laisserait donc une impression de malgouvernance ou donc de non-maîtrise donc des événements, alors qu'en réalité, il a maintenant pour mission de continuer donc cette entreprise d'anticorruption au sein du pouvoir. Augustin Mpako-Priso. Oui, il est important peut-être, avant de dire un mot sur la question en Afrique du Sud, de rappeler qu'aucune économie dans le monde n'est vraiment à l'abri de cette question de la corruption. Cela dit, il est très important aussi de lutter contre la corruption, parce que la corruption est un élément qui mine la confiance dans l'État, qui mine la meilleure allocation des ressources. C'est pour cela qu'il faut vraiment mettre toutes ses forces pour lutter contre la corruption. En Afrique du Sud, c'est très important, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour toute l'Afrique. Donc c'est très important que ce président, qui a quand même en partie été élu pour faire le ménage, il est très important qu'il montre qu'il est crédible. Donc il était obligé, entre guillemets, de se débarrasser du ministre Néné. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Si vous voulez garder sa crédibilité, voilà, véritablement. Et c'est très important pour l'Afrique du Sud et puis pour l'économie sud-africaine de rester crédible, parce que l'Afrique du Sud emprunte beaucoup sur les marchés. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si tout de suite, lorsqu'il nomme un nouveau ministre des Finances, il choisit un ancien gouverneur de la Banque centrale, parce qu'il a besoin de... Et qui était ministre d'ailleurs sous la présidence de Nelson Mandela. Voilà, donc il a besoin de montrer au marché tout de suite que nous sommes crédibles. J'ai dit que je vais lutter contre la corruption, je ne m'écarte pas de ce chemin. Il y a peut-être un élément, une péripétie avec mon ancien ministre des Finances. Comme vous disiez tout à l'heure, c'était sa garde rapprochée, mais tout de suite il dit « Ok, on a un problème, on va le résoudre tout de suite ». Alors, est-ce qu'il a réussi ou pas à gérer finalement cette affaire-là ? Ben, on peut dire qu'il n'a pas trop mal réussi pour l'instant. Parce que pour l'instant, quand même, comme disait M. Mpako, bon, si les marchés regagnent de la confiance, ça montre bien évidemment que un indice est positif. Maintenant, il reste à voir que la récession, comme cela a été indiqué dans le numéro qu'on avait visionné, bon, si la récession effectivement change de camp, ou en tout cas commence à reprendre un petit peu et qu'on sort un peu de ça, s'il y a quelques signes positifs, ça va à la fois regonfler les marchés, ça va gonfler aussi la confiance du peuple et sud-africain vis-à-vis au pouvoir, parce que dans le fond, il faut quand même voir que depuis Mandela, on a vécu des péripéties d'accusations, de corruption, en fait de déliquescence régulière et toujours un peu plus approfondie que les temps passés du pouvoir politique. Donc tout ça fait qu'en réalité, on est maintenant arrivé à un point qui me paraît être un point de non-retour pour Ramaphosa, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y aille, sinon il ne pourra pas faire autrement. Moi, je dirais simplement qu'il est tôt, enfin, il est un peu tôt pour juger s'il a vraiment réussi cette séquence, mais enfin, l'avenir nous le dira, donc ne soyons pas très pressés, mais je pense qu'il a pris les bonnes décisions. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est de prendre les bonnes décisions. Ensuite, de s'assurer qu'en prenant ces bonnes décisions, elles sont effectivement mises en pratique, de sorte à ce que l'économie reparte, parce que les Sud-Africains ne demandent pas autre chose que la relance de l'économie. Or, pour relancer l'économie, on a besoin de finances. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que les ressources soient allouées dans les bonnes décisions, dans les bonnes attentes. Alors, est-ce qu'on peut interpréter cette démission comme un premier pas, un premier grand pas vers la bonne gouvernance? Alors oui, c'est un petit peu la même chose que la question précédente. C'est-à-dire la bonne gouvernance, pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, il est évident qu'un continent comme ça regarde l'Afrique du Sud dans cette séquence. Parce que dans le fond, et on ne peut pas, comme disait Mpako, il y a de la corruption un peu partout dans les États africains.
Et c'est connu, on a aussi donc les différentes influences comme Gupta, etc. et en Afrique du Sud. Donc on en a un peu partout comme ça. Mais est-ce que l'Afrique du Sud, c'est pas quand même un cas particulier où voilà, l'ancien président Jacob Zuma était entaché de plusieurs affaires et c'est cela aussi qui a provoqué sa démission. Donc en là, réalité, le président Cyril Ramaphosa est d'autant plus attendu sur en réalité, il y a des pouvoirs qui sont tout aussi corrompus ailleurs, hein, en Afrique, sauf que pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, il est évident que son économie pèse énormément sur le continent, c'est évident, parce que, et ça c'est un des points les plus importants, mais si on regarde un petit peu autour et ailleurs, hein, toujours en Afrique, on voit bien qu'il y a des pouvoirs qui ont été corrompus depuis fort longtemps, mais qui n'ont jamais quitté le pavé, qui n'ont jamais lâché le plancher. Donc ça montre quelque part qu'à la fois le poids économique de l'Afrique du Sud sur le continent compte beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays, hein, parce que comme ils vont sur les marchés internationaux pour prendre l'argent, pour financer l'économie nationale, les autres, il y a beaucoup de pays qui sont dans les crédits mais qui ne sont pas sur le marché. Donc l'impact, je dirais, financier, économique sur le monde de la finance internationale n'est pas le même du tout que si on prenait donc le cas d'autres pays en Afrique. Augustin Paco-Priso. Juste en un mot, juste pour ajouter que la bonne gouvernance est un combat au quotidien. Ce n'est pas cette démission qui va... Alors, est-ce que ça peut être un signe Je dis que c'était une contrainte et une nécessité. Donc, le président n'avait pas beaucoup de choix. Simplement, il doit garder la bonne ligne, la bonne distance, la bonne gouvernance, et ce sera son combat au quotidien pour les jours et les mois à venir. Oui, Didier. Ça reste un indice de bonne gouvernance, un indice. Pourquoi un indice? Parce qu'en réalité, globalement, quand on regarde un peu l'échiquier africain, le vrai problème est toujours au moins le nœud corruption. Dans le fond, c'est ça. Alors, quand on voit un pays et des mesures qui sont prises dans le sens, donc, d'en découdre, on ne peut que voir comme un indice positif. Bien évidemment, ça n'est pas le gage d'une bonne gouvernance. Oui. Mais au moins, le pas est franchi, ou en tout cas le pas est en train d'être fait par rapport à cela. Et ça, c'est très important que, justement, on ne s'arrête pas à mi-parcours. C'est très important. Ça va dépendre de beaucoup de choses maintenant. Ça va dépendre donc des effets de cette corruption sur l'échiquier, sur l'économie nationale. Ça va dépendre aussi de comment Ramaphosa va pouvoir aussi mettre un petit peu à l'écart les différentes grosses influences qui existent, parce que quand même, ce n'est pas parce qu'un ministre sera parti que les influences au sein de l'économie sud-africaine vont s'éclipser. Ça, c'est un autre élément. Oui, Augustin Paco-Priso, vous voulez intervenir? Vraiment, juste pour ajouter que la lutte contre la corruption dépend de deux éléments. Le premier élément, c'est la volonté politique. Là, le président sud-africain l'a montré. Là, il dit, voilà, j'ai la volonté politique de lutter contre la corruption. Le deuxième élément de succès, en réalité, c'est une justice indépendante. Maintenant, il faut que la justice sud-africaine, déjà qu'on la laisse faire son travail, et que le pouvoir politique ne l'entrave pas. Si ces deux éléments sont rassemblés, je n'ai pas beaucoup de soucis à me faire pour dire que cette lutte contre la corruption va donner des résultats. Alors, peut-être ce qu'il faut rajouter également, c'est que le président Cyril Ramaphosa joue gros sur cette question de la lutte contre la corruption à moins d'un an de l'élection présidentielle. Mais il faut s'en réjouir qu'ils prennent un petit peu, comment on dirait, le taureau par les cornes. C'est important, parce que dans le fond, quand on regarde l'histoire récente de l'Afrique du Sud, il faut voir qu'il y a eu quand même un imaginaire collectif qui s'est construit autour de ce pays. Un imaginaire collectif positif, du fait, n'est-ce pas, donc de 94, etc. Bon, donc c'est resté dans les mémoires. Mais cet imaginaire a été écorné très rapidement dès les premières successions donc de Mandela. Donc, c'est-à-dire que là, on est en train de rejouer une page de l'histoire qui est importante, puisque cette page a été ternie beaucoup depuis donc l'arrivée, depuis le départ de Mandela. Donc, elle se joue là, cette page. Donc, c'est une page symbolique, certes,
mais c'est une page concrète aussi de relève de l'Afrique du Sud. Parce qu'on n'est pas sans ignorer que les inégalités sont importantes quand même dans ce pays. Et il va falloir travailler, parce que si on enlève la corruption, si on travaille sur l'échiquier dans des grandes villes, etc., par rapport à la corruption, il va falloir comprendre aussi que c'est devenu presque aussi une gangrène dans tout le pays. Et là, il faut travailler très longtemps et avec beaucoup de moyens appropriés et efficaces. Paco Auguste. Oui, moi j'ajouterais que c'est vraiment une condition si le président veut se maintenir au pouvoir pour l'année prochaine. Cette année, pour lui, est fondamentale. Et l'élément qu'il peut, j'allais dire d'une certaine manière, réussir sans grosse difficulté, c'est la lutte contre la corruption. Parce que en Afrique du Sud, j'allais dire comme ailleurs, la corruption est assez bien identifiée. Donc maintenant, il suffit de se donner les moyens pour la neutraliser. Et lui, il est arrivé au pouvoir. N'oublions pas que le mandat de Jacob Zuma a été écourté pour cette question de corruption. Donc, s'il ne réussit pas cette fin de mandat en luttant contre la corruption, je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance de se maintenir au pouvoir l'année prochaine. Donc, peut-être un électorat qui va basculer vers la gauche radicale de Julius Malema, qui, lui, véritablement porte ces questions-là, Didier Ouedraogo. Puisque, en réalité, il a donné un élan. Cet élan, s'il l'arrête à mi-parcours, il va essuyer des plâtres. Il va essuyer des plâtres parce que, tout simplement, aujourd'hui, il est vu et regardé comme quelqu'un qui vient corriger des erreurs importantes. Donc, c'est historiquement qu'il est situé. En fait, il devient un homme historique. Donc, cette ampleur historique fait qu'il faut qu'il l'assume jusqu'au bout. Et en fait, il n'a plus beaucoup le choix. La question, elle est fondamentale parce que dans le fond, si on veut lutter contre la corruption et qu'on n'a pas justement à côté le levier de cette lutte qui va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire donc de refaire une justice totalement indépendante du pouvoir politique et du pouvoir économique, ce qui va être une autre paire de manches en fait. Dans un pays comme ça, on n'y arrivera pas. Parce que la corruption, on peut l'identifier, comme disait M. Paco. Une fois que c'est identifié, il va falloir se donner des moyens parce que ça va changer énormément les manières de vivre en Afrique du Sud, les postures des individus, des classes politiques, toutes classes politiques d'ailleurs confondues, il me semble bien. Alors, avec la nomination de Tito Mboweni, on en est là au 5e ministre des Finances en moins de 3 ans. Ça fait beaucoup. Ça veut dire aussi que le ministère des Finances est un ministère très regardé, en tout cas par l'exécutif. Oui, c'est un ministère très regardé parce que c'est un ministère très important aussi. Et il est d'autant plus regardé qu'il est vraiment, si on veut qu'une économie tourne, l'économie tourne autour du ministère des Finances. Et vous avez évoqué l'un de ses adversaires, l'un des plus sérieux, vous avez dit la gauche radicale. Lui, ses chances de succès reposent globalement sur un discours de « nous allons redistribuer ». Or, tant qu'il n'y a pas eu une assez bonne création des richesses, je pense que la redistribution, si vous redistribuez que les miettes, on ne va pas redistribuer grand-chose. Et donc, redistribuer globalement la misère n'a pas beaucoup d'intérêt, y compris pour ceux qui espèrent à ces redistributions. Donc aujourd'hui, effectivement, on a besoin des ministres des Finances crédibles. Espérons quand même qu'après celui-ci, on aura un peu plus de stabilité. Parce qu'on a un ministre tous les quelques mois, moins d'un an, un ministre des Finances, ce n'est pas très bon aussi pour le signal sur la crédibilité des institutions. C'est pour cela qu'on a besoin de stabilité. Merci beaucoup. On s'interrompt quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci.